du sens sur des questions politiques, en invitant des personnes qui ont des choses à dire, des choses bien sûr intelligentes à dire, qui sont en lien avec l'actualité, bien sûr, mais qui sont aussi porteuses de fond et de signification au niveau politique. Alors aujourd'hui, on a Maître Fontana, qui est avocat et ancien auditeur de l'IHEDN et de l'IHESI, donc la partie militaire de défense nationale, puis la partie, on va dire, intérieure du ministère de l'Intérieur, les hautes études du ministère de l'Intérieur, et qui, à l'occasion de son parcours d'auditeur à l'IHESI, eh bien, s'est particulièrement intéressé au droit d'asile. Droit d'asile que tu connaissais déjà parce que en 90, tu as fait partie des États généraux de la droite, à l'époque présidé par Nicolas Sarkozy, pour refonder en fait la droite, et ce qui a abouti en fait à la victoire de 93, de 95. Donc tu es un fin connaisseur effectivement de ces questions, et tu as aussi effectivement des choses à dire et des choses à porter sur ce point-ci, et à l'occasion de cet ouvrage qui est paru ce mois-ci, eh bien, qui colle parfaitement à l'actualité, malheureusement, dans certains cas un petit peu dramatiques. Eh bien, je te remercie d'être venu auprès des Neuilléens pour exposer un peu cette question du droit d'asile. Donc, le droit d'asile, en premier lieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle base juridique et quel est le parcours du migrant? Je pense qu'on va avoir, en termes d'organisation, on va faire un petit topo, tu vas nous faire un petit topo sur ces questions-là pendant, on va dire, 45 minutes. Et puis après, on prendra 10 minutes de temps pour les questions, les réponses. Et puis ceux qui voudront rester dîner, eh bien, la table est prête et donc on pourra continuer cet échange après. Voilà. Je te remercie. Bon, je vais m'asseoir pour commenter ça. Est-ce que le droit d'asile est intéressant? Ma première question me laisse un certain scepticisme. Il ne serait pas très intéressant s'il n'y avait pas cette actualité et cette dimension que peu de gens connaissent dans sa globalité. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez à la spiritualité, à l'histoire des religions, à l'histoire des États, vous savez ou vous devinez que le droit d'asile est assez ancien, même très ancien, puisque les Grecs, les Romains, l'Église catholique, l'État, la République l'a toujours promu, accepté, défendu. Donc ça ne date pas d'hier, et c'est quelque chose qui est inhérent à l'organisation d'une société. La personne qui est persécutée trouve refuge dans le temple, quel qu'il soit. Mais ça serait réservé à des spécialistes ou à des gens particulièrement intéressés par les questions spirituelles si depuis 1975, avec une accélération, même juillet 1974, avec une accélération dans les années 80, une décélération, puis une accélération depuis au moins 10 ans, l'asile n'était pas devenu le seul système pour détourner la législation sur les étrangers. C'est la seule manière aujourd'hui d'obtenir, malgré son entrée irrégulière sur le territoire national, le bénéfice du séjour. Alors, pardonnez-moi l'usage de termes très techniques, et vous pouvez vous poser des questions quand ça vous paraît incompréhensible, mais pour comprendre le droit des étrangers, il faut d'abord comprendre la différence entre deux notions, celle d'entrée, sous-entendu sur le territoire national, et ensuite celle du séjour, sous-entendu sur le territoire national. Pourquoi? Parce que l'entrée n'est pas trop difficile. Il y a beaucoup d'États qui ont une exemption de visa. Quant aux autres États, bon, vous pouvez très bien rentrer sur le territoire national pour une question de tourisme, et dans ces cas-là, vous avez un visa de moins de 3 mois qui se cumule à 6 mois sur une année. Vous ne pouvez pas rester plus de 6 mois avec des pays. Ça, c'est l'entrée sur le séjour, l'entrée sur le territoire. Et l'entrée, vous avez besoin d'un titre. Généralement, toujours, c'est un visa. Rien à voir avec le séjour sur le territoire national. Le séjour, c'est que vous êtes amené à rester un certain laps de temps sur le territoire national, et suivant un motif qui est différent. Ça peut être un motif de regroupement familial et un motif d'étudiant, c'est-à-dire les deux motifs les plus importants pour l'octroi d'un titre de séjour.
plus de 100 000 personnes pour les étudiants, un peu moins de 100 000 personnes pour le regroupement familial. Ensuite, vous avez quand même 40 à 50 000 titres qui sont délivrés pour les questions humanitaires et à peu près l'équivalent pour des raisons professionnelles. En tout cas, en 2022, vous avez 320 000 titres de séjour qui ont été délivrés par l'État. Donc ça, c'est pour le séjour. Maintenant, la seule manière de contourner le visa et d'obtenir un titre de séjour sur la seule base d'un postulat, d'une demande, c'est la demande d'asile, ou plus exactement la demande d'une protection internationale, parce que vous verrez que je vais diviser la demande d'asile qui est intergénérique en demande d'asile et en demande de protection subsidiaire. Les deux ne sont pas les mêmes et les bases ont été élargies. Donc, si ce n'était pas un moyen sûr pour l'obtenir, parce que le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil d'État, parce que la Convention de Genève, parce qu'un certain nombre de directives européennes le commandent, eh bien, la plupart des gens ne demanderaient pas l'asile en France, parce qu'ils savent qu'ils seraient dans 60% des cas débutés. 60% des cas, ça l'était beaucoup plus auparavant. Donc, vous avez la certitude d'obtenir un titre de séjour, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant une autorisation provisoire de séjour, et maintenant une autorisation, enfin une attestation de demande d'asile qui vous permet de rester sur le territoire national un an et demi, le temps de l'instruction de votre dossier. Donc c'est très important. Vous avez le temps au bout de 6 mois de travailler. Vous avez le temps au bout de 3 mois de recevoir les bénéfices de l'assurance maladie, voire de certaines mutuelles. L'assurance maladie, c'est comme si vous cotisiez comme vous et moi. Hein. C'est pas les 3 mois où vous avez un accès au séjour, enfin un accès aux soins de première nécessité. Donc vous avez les 3 premiers mois et ensuite les mois suivants, puisque vous êtes un séjour régulier, et au bout de 6 mois, vous avez la possibilité de travailler. Donc les conditions matérielles d'accueil sont extrêmement favorables, puisque on oblige l'État à vous loger. L'État n'y arrive que pour la moitié des demandes, mais n'empêche qu'il a l'obligation de vous loger, ou en tout cas de vous donner une indemnité et de vous donner une aide. C'est l'aide aux demandeurs d'asile, l'ADA. Ça coûte extrêmement cher et on pourra le développer. Donc vous êtes en situation régulière, aidé par l'État, vous êtes logé dans des conditions que l'Union européenne souhaite dignes, donc un caractère digne à ce logement. Vous bénéficiez d'un petit pécule. Sans le logement, ça fait 900 € pour un couple. Vous avez la possibilité de travailler. De toute façon, au bout de 6 mois, avant 6 mois, beaucoup de demandeurs d'asile travaillent de manière irrégulière parce qu'ils ont besoin. La plupart du temps, c'est pour des raisons économiques. Donc vous avez un détournement, pour un coût important. Et ensuite, se pose la question de votre rapatriement, de votre reconduite, quand l'État décide que vous n'avez plus droit au séjour. La notion de séjour est fondamentale. Plus droit au séjour, théoriquement, vous devez partir. Là encore, l'Union européenne recommande un départ administratif et souhaite de moins en moins la contrainte pénale. Et ça se traduit en France par la délivrance d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, qui est exécutée à peu près dans 5% des cas. Donc, une personne rentre de manière irrégulière, séjourne de manière régulière, obtient, aujourd'hui c'est 41,3% à un titre de séjour, et si vraiment elle n'obtient pas son titre de séjour, l'État aura les pires difficultés à la reconduire dans son pays d'origine pour des raisons que je pourrais détailler dans la suite de notre cours. Donc, comme dirait Patrick Stefanini, l'asile est l'autoroute de contournement des règles imposées par le CCDA, imposées par les droits des étrangers. Voilà. Ça, il faut que vous le compreniez, c'est le seul message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, celui-là. Le caractère historique, on aurait pu en discuter dans une société savante, mais c'est pas ça qui vous intéresse.
Les volumes, pourquoi ça nous interpelle? Parce que c'est illicite, c'est un détournement, mais le terme n'est pas illicite, mais on pourrait dire en droit civil que c'est un détournement, mais en droit administratif, le séjour n'est pas illicite. Les volumes sont très importants. En 2022, vous avez 156 000 personnes qui ont demandé l'asile en France. 156 000, dont 137 000 de mémoire personnes l'ont demandé première demande. Parce que vous pouvez évidemment demander un asile, et si vous ne l'obtenez pas sur certaines conditions, vous pouvez le redemander. Après, vous avez les questions des dublinés, qui sont des personnes qui ont demandé l'asile dans un pays, dans un État auquel, dans le premier État dans lequel elles sont arrivées, sauf exception, il y a toujours des exceptions, des exceptions, des exceptions, et qui séjournent en France, encore une fois, pas de manière illégale, en attendant leur transfert. Au bout de 6 mois, si elles n'ont pas obtenu leur transfert, elles ont le droit de demander l'asile en France, jusqu'à 6 mois, 12 mois, 18 mois, suivant le type de considération, régime normal, régime de résidence, régime vous êtes considéré en flux, donc ça va de 6 mois à 18 mois, eh bien la France n'est pas responsable, mais si elle n'arrive pas à transférer ces fameux dublinés, elle est responsable, et dans ces cas-là, vous êtes intégré dans le circuit commun, mais même si vous êtes un dubliné, vous avez droit à un titre de séjour qui est une autorisation, une attestation de séjour. Quand je reviens toujours à l'ancien système, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de demande d'asile où il y a écrit dubliné. En fait, ça revient à la chose et vous avez droit aussi à l'ADA, toujours l'aide pour la personne, l'aide au demandeur d'asile. Donc vous voyez que le système, quelle que soit sa volonté de se réformer, donne quand même des conditions assez intéressantes à ces 150 000 personnes en 2021. On en attend 200 000. Alors pourquoi est-ce d'actualité? Bon, parce que il y a énormément de nationalités qui ont compris que leur demande serait accueillie. Et quelles sont les nationalités qui demandent le plus l'asile dans notre pays? Vous avez les Afghans, ensuite vous avez les Bangladais, ensuite vous avez les Turcs, après vous avez les Géorgiens. Or, sur ces 4 pays, il y en a au moins un qui provient de ce qu'on appelle un pays d'origine sûre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pays d'origine sûre? Au fur et à mesure, dans les années 80-90, que la France et l'Union européenne étaient confrontées à cette forte demande d'asile, on a essayé de tirer des leçons et d'examiner avec le plus de rapidité des pays dont on a la présomption qui ne viennent pas pour des raisons de persécution, mais pour des raisons économiques. Il y a toujours des gens qui peuvent être persécutés, y compris dans des États qu'on peut considérer sûrs. Alors, justement, quel est juridiquement la demande d'asile? Alors, vous avez au moins 3 fondements à une demande d'asile, voire 4, mais au moins 3 fondements généraux. Vous avez l'asile qui est prévu dans la Constitution, ou en tout cas dans son préambule, c'est-à-dire dans le préambule de la Constitution, toute personne qui est persécutée en faveur de son action, de son combat pour la liberté, a le droit d'asile sur le territoire de la République. Ça, c'est le préambule de la Constitution d'octobre 1946. Ensuite, vous avez le fondement conventionnel. Conventionnel, c'est un traité, et c'est la Convention de Genève de 1951. Ça, c'est toute personne qui s'estime, à raison, persécutée pour des raisons politiques, de nationalité, de race, ou même d'appartenance à un corps social, à un groupe social déterminé. Et là, c'est déjà l'occasion d'augmenter le fondement justifié d'une demande d'asile. C'est-à-dire, pour être clair, vous êtes une minorité sexuelle, vous êtes une femme qui
qui est donc soumise à un mariage de force. Vous êtes une jeune fille qui est soumise à une excision. Là, vous êtes sûr d'avoir votre demande d'asile qui est acceptée.